On va faire une petite parenthèse sur le bilan européen. Alors, je Il va ne vous être cache pas. rapide. Il va être rapide, effectivement, je ne vous cache pas. Mais quand même, moi, j'ai posé une question à plusieurs personnes qui n'ont jamais vraiment su me répondre, mais est-ce que c'était un désastre annoncé? Annoncé, non, peut-être pas annoncé, parce qu'on a toujours l'espoir de faire quelque chose, surtout qu'on joue Ghent. Bon, il y a Wolfsburg, mais Wolfsburg, c'est pas non plus le plus grand cadre d'Europe. Alexandria, honnêtement, je mets au défi quiconque de pouvoir m'indiquer où c'était avant le tirage, et même après. Donc, non, annoncé, pas forcément, mais quand on a vu la gestion de l'effectif et la préparation des joueurs en avant-saison, en début de championnat, on pouvait avoir des craintes pour l'Europe. Donc, en effet, le bilan va être assez simple, en tout cas de mon point de vue. C'est que c'était une juste continuité du championnat. Ils n'ont pas su se transcender avec la musique de l'Europa League les jeudis soirs, et il n'y avait pas d'âme dans cette équipe, pas plus en Europe qu'en championnat. Ouais, encore une fois, je suis d'accord avec Alex. Pour moi, le point de départ de tous ces mots, je le répète, c'est l'intersaison. Avec cette mauvaise gestion, ce mauvais mercato, alors je dirais pas que c'était annoncé, parce que voilà, on a toujours cette envie de se dépasser en tant que joueur. Je pense quand on joue l'Europe, et en tant que supporter, on a toujours envie d'y croire et de rêver à de grandes soirées européennes à Geoffroy. Mais je tiens à dire que le groupe, il est clairement à notre portée, je pense. On a beaucoup tapé sur Christophe Galtier et son équipe à l'époque. Alors, je sais plus, il me semble que c'était avec l'Inter Milan et d'autres équipes dont j'ai plus le nom exact, mais on ressort pas avec une victoire du groupe, et on tape énormément sur Christophe Galtier et sa frilosité. Mais cette année, je pense qu'on s'est beaucoup plus, vous m'excuserez le terme, emmerdé devant les matchs de Coupe d'Europe que ce qu'on vibrait à l'époque Galtier, même la première année. On n'a rien vu, il n'y avait pas de magie, cette magie européenne qu'on peut attendre et espérer trouver à Geoffroy Guichard les jeudis soirs. Il se passait rien, et voilà, comme l'a dit Alex, non, c'était une simple continuité de ce qu'on voyait en championnat, et pour moi, il n'y avait aucune surprise dans ce que je voyais. C'était, en fait, pour répondre à ta question, Antoine, c'était, si on reprend le début, quand on a au moment du tirage au sort fin août, c'est pas une catastrophe annoncée, mais quand on prend le fil de l'histoire, et au fur et à mesure que le championnat passait, à partir du premier match où on perd 3-2 à Genk, on sait que ça sera très très compliqué d'aller plus loin dans cette Coupe d'Europe. Ouais. Ouais, vas-y, je te laisse intervenir. Après, je rajouterai quelque chose. Excuse-moi, ouais. Non, je vais être succinct, mais c'est sûr que c'est décevant. Après, malheureusement, quand tu es l'équipe du chapeau 3 d'une poule comme on avait, il faut faire 6 points sur 6 contre l'équipe du chapeau 4, en l'occurrence Alexandria. Malheureusement, si tu fais pas 6 sur 6 en Europe contre une équipe, excusez-moi, mais elle était extrêmement faible. La qualité de jeu c'était des longs ballons, il y avait très peu de construction, d'élaboration dans le jeu, il y avait un projet qui était très simple. Alors c'était leur, pas de problème, ça se défend, mais c'était un projet qui était très simple. Aujourd'hui, il fallait espérer faire 6 contre 6 contre Alexandria, et après aller chercher le restant des points à la maison. À 9-10 points, on savait qu'on sortait de la poule. Il fallait faire un résultat à la maison, soit contre Wolfsburg, soit contre Genk. Voilà. Annoncé, non, mais prévisible au vu de la début de saison, oui. Je rejoins mes camarades. Ouais, ce que je voulais rajouter, c'est que on a vu dans les matchs de Coupe d'Europe, finalement, le concentré de tout ce qui a pourri notre saison. Des erreurs de débutants, notamment défensives. Un Stéphane Ruffier hors de forme, même si par moment il a sauvé les meubles, je suis désolé, mais il a aussi pris des buts sur certains matchs de Coupe d'Europe, voilà, qui étaient un peu surprenants. Et encore une fois, moi je pointe la préparation estivale. La préparation physique, j'en sais rien, mais la préparation estivale
J'ai eu l'impression de revenir en arrière à une époque que certains ont peut-être connue et dont certains se souviennent, avec Alain Michel, qui était l'entraîneur du FC Grenoble et qui arrivait à Saint-Étienne. Et qui avait fait une préparation estivale catastrophique. Et on était descendu en Ligue 2, je crois, cette année-là. Et ben, j'ai eu l'impression de revivre un peu ça au fur et à mesure que je voyais l'équipe jouer et la Coupe d'Europe concentrait vraiment toutes les imperfections de cette équipe, avec des coups d'éclat et des erreurs de débutants. Ouais, et pour ajouter une chose, ces soirs de Coupe d'Europe, ces grands matchs, ce sont les matchs dans lesquels les grands joueurs, les cadres, comme on les appelle dans notre effectif, sont censés se montrer. Et c'est tout le problème aussi de la saison, ce qui s'est passé en Europe, hein, et la parfaite illustration de ce qui se passait en championnat, c'est que les cadres, contrairement à l'époque de Gasset, ils ont complètement déjoué cette saison. Les cadres n'étaient pas au niveau, et quand il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe, enfin beaucoup, quand il y a des jeunes dans l'équipe qui commencent à pointer le bout de leur nez, comme Fofana, Saliba qui était déjà installé, le petit Rivera, c'est comme Youssouf qui est jeune aussi au milieu, quand les cadres ne répondent pas présents, ça devient très compliqué. Et voilà, Yann M'Vila, il fait une saison pourrie. Même si pour moi, les 6 derniers mois sous Gasset, il n'était pas exceptionnel non plus. Il est beaucoup moins bon depuis le départ de CNS. Mais voilà, M'Vila n'a pas répondu présent. Kazri non plus. Ruffier a eu un coup de moins bien, même si je ne suis pas de ceux qui lui tapent dessus et qui veulent tout remettre sur lui. Debuchy a eu du mal à enchaîner. Colo un peu aussi. Colo, mais bon, Colo c'est pareil. C'est le choix de le faire revenir, de le faire re-signer fin août sans préparation. Voilà, c'est des mauvais choix en cascade qui s'enchaînent et qui font que cette saison avait tout pour mal se passer. Et en même temps, Kazri, juste pour rebondir sur Kazri, on lui en veut parce qu'on sait de quoi il est capable. Mais il sort d'une saison dernière où il a fait la Coupe du Monde, il enchaîne avec le championnat avec un repos très faible, il enchaîne la Coupe d'Afrique des Nations et il réenchaîne, il est titulaire à Dijon. Malheureusement, c'était obligatoire en fait. Exactement. Que ça se passe cette saison. C'était obligatoire. Et d'ailleurs, Puel a fait le choix de le laisser au repos avec son histoire de sa main cassée. Là, il a fait le choix de le laisser un peu au repos. Et je pense que ça aurait pu lui être bénéfique. Et d'ailleurs, on en viendra probablement au mercato et je donnerai mon avis sur ça. À mon avis, Kazri sera différent l'année prochaine. Peut-être qu'il arrivera avec un état physique pas exceptionnel, ça je vous l'accorde, mais il se sera reposé. Et Kazri, ça reste un joueur qui est capable de faire lever Geoffroy Guichard, quoi. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais bon, encore une fois. Je suis assez d'accord sur Kazri. Qui prend la décision de le faire jouer à Dijon, allez, une petite semaine après son retour de vacances, c'est Printemps. Et pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de solution devant. Et pourquoi on n'a pas de solution devant ? Parce qu'on n'a pas réussi à dégager Diony, on n'a pas réussi à recruter quelqu'un devant. Donc voilà, c'est l'enchaînement d'un mauvais mercato, d'une mauvaise gestion des cadres. Attends, je t'interromps quand même, on a Berić. Et Printemps, on n'a jamais vu jouer Berić avec Printemps. Donc tu as une solution à Kazri quand même devant à cette époque-là. Pourquoi tu le mets pas alors ? Pourquoi Printemps et Gasset ne faisaient pas jouer Berić ? Parce qu'ils ne voulaient pas de lui, tout simplement. Pourquoi Berić est resté au club ? Parce que c'est Romeyer qui a poussé en interne et qui a prolongé Berić sans en parler à Gasset à l'époque. Alors, si on commence à prolonger des joueurs et à agir en tant que directeur sportif prononcé, alors qu'il y a un entraîneur qui est là pour prendre des décisions sur le sportif, forcément, ça pose problème. Et je comprends Printemps, voilà, s'il ne voulait pas du joueur, après, il y a une guerre d'ego qui se met en place. Pour lui, dans sa tête, c'était clair qu'il ne voulait pas faire jouer Berić. Berić, c'est la synthèse de la cacophonie qu'il y a dans ce club quand même. Hein. Exactement. Berić, c'est quand même un joueur qui, quand il arrive, est un très bon attaquant qui réussit bien en Autriche, international slovène, qui se pète sur le tacle de Ferry, mais quand même, on a de l'espoir et on se dit qu'il va revenir. Et puis finalement, un an après, j'avais quelques échos de gens qui le fréquentaient et qui disaient mais Berić, il boite toujours. Un an après son retour sur les terrains, il boite toujours, il met encore du froid, c'est compliqué, il a peur dans les duels. Et voilà pourquoi Gasset
ne le faisait pas jouer parce que il disait c'est même pas un point de fixation parce qu'il veut même pas aller au carton quand il faut faire monter le bloc et quand il faut temporiser et que le ballon est balancé devant et que lui doit jouer des coudes comme un Aloisio. Et puis ensuite, ce qui s'est passé en effet, c'est que il y a eu printemps est arrivé, il est resté sur la dynamique de Gasset. Et Puel ne l'a pas fait jouer tout simplement parce que Puel disait de lui qu'il ne marquait pas de but aux entraînements. Aux entraînements, c'est un mec qui ne marquait pas de but et en match, il n'a pas été convaincu. En fait, Beric, son malheur, c'est de pas avoir une personnalité qui va avec l'attaquant tueur qui sait être, d'être quelqu'un d'effacé, gentil, gendre idéal et qui finalement nous aurait rendu certainement grand service, mais on ne savait pas trop comment l'utiliser à Saint-Étienne. Et voilà. Et puis là-dessus, vous avez Romeyer qui gère ça tout seul parce qu'il aime foncièrement Beric et qu'un jour il se dit je vais le prolonger parce que je l'aime bien ce jeune-là. Voilà. Enfin, ce joueur-là. Voilà. Ouais, juste si je peux rajouter quelque chose sur Beric. D'accord. Bah écoutez. Vas-y, J'enlève encore l'étiquette Saint-Inside, hein. Je parle vraiment en mon nom. Beric, comme l'a dit Alex, c'est quelqu'un qui a l'air très sympathique. Il a une mentalité qui colle à la mentalité stéphanoise, etc. Mais pour moi, et c'est le défaut de certains supporters, surtout sur Twitter, on est trop dans le sentimentalisme à Saint-Étienne. Beaucoup trop. Quand il s'agit de jugement de valeur, on tombe dans le sentimentalisme et on est souvent pas réaliste et objectif. Pour moi, Robert Beric, c'est un bon joueur de banc, mais en aucun cas il a sa place à la Saint-Étienne. Je le répète. Je sais que je vais m'attirer les foudres de certaines personnes parce qu'il a beaucoup de personnes qui le soutiennent au sein des supporters verts. Et ça, voilà, je peux le comprendre parce que beaucoup jugent sur ouais, il mouille le maillot, etc. Mais pour moi, c'est un bon joueur de banc. T'as raison, Alex. Mais ça, c'est le drame un petit peu qu'il y a. Et encore une fois, on l'a tous été à un moment donné. Mais mouiller le maillot, stop, quoi. Arrêtons. Moi, si je cours sur le terrain à Geoffroy Guichard, je vais mouiller le maillot, hein, je vous assure. Par contre, je ne vous garantis pas le reste. Hein. Donc voilà, Beric, c'est un bon joueur, un bon attaquant, mais c'est un bon attaquant pour un club de milieu de tableau de Ligue 1. Si on a les prétentions de Saint-Étienne, c'est plutôt vers des Andy Delors, vers des joueurs déjà d'un cran au-dessus qu'il faut se tourner. Mais nos finances ne permettent pas tout. Et quand on a un peu d'argent, on le met dans Loïs Diony. Exactement. Voilà. Tout est résumé. Ouais, et qui est une grosse erreur de casting. Je pense qu'on sera tous unanimement d'accord là-dessus. Mais oui, après, ma remarque sur Beric signifiait simplement au moment présent, Casery complètement à court de forme, qui sort Coupe d'Afrique des Nations où il fait demi-finale de mémoire avec la Tunisie. À court de forme, on le voit, il a des kilos en trop. Tu commences avec Beric à ce moment-là, parce que même un Beric qui est un bon joueur de banc et un joueur pour une équipe de fin de tableau Ligue 1, je vous rejoins totalement là-dessus, ça reste toujours meilleur qu'un Casery à court de forme à ce moment-là. Donc voilà, après, c'est des jugements de coach. Je suis pas coach non plus, hein, et j'ai pas la prétention de l'être. Mais honnêtement, c'est peut-être ce que j'aurais fait à ce moment-là et ça aurait peut-être, je sais pas, après, ça aurait peut-être payé en un sens. Mercato, dernière rumeur, on va un peu éplucher tout ça. Mais messieurs, au niveau du mercato, donc il y a déjà eu des arrivées, donc le fameux Karamoko, mais qui sera pour la réserve, et Jean-Philippe Crasso, qui a été officialisé. Déjà, on va peut-être parler de Crasso. Un avis sur la première arrivée officielle à la SSE cette année. Ouais, moi Jean-Philippe Crasso, pour être honnête, j'avais vu son match, alors je sais pas pourquoi, hein, mais j'étais tombé sur le match Lille-Épinal en Coupe de France, Épinal-Lille pour être plus précis. Il met un doublé, j'avais beaucoup aimé son match. Contre nous, il met son penalty, c'est lui qui provoque le penalty après avoir mis un beau crochet à Saliba. Je veux dire, c'est pas un recrutement clinquant, loin de là. Mais est-ce qu'on peut reprocher au club et à Puel de tenter ce genre de pari ? C'est un mec qui vient gratuitement, il me semble, d'Épinal. En salaire, il doit coûter que dalle, clairement. Hein, alors, j'ai pas les chiffres, mais ça doit être
30 000 par mois, quelque chose Oh comme ça. oui, je pense que ça dépasse pas 30 000. Voilà, c'est ça. Hein. Quel est le risque, honnêtement? Au pire, ça se passe mal. Eh ben écoutez, on aura tenté, sans que ça coûte pas grand-chose, vraiment. Et on peut avoir qu'une bonne surprise. Donc pour moi, certes, il y en a beaucoup qui râlent en disant ah mais c'est quoi ce recrutement? On va jouer le maintien. On fait avec les moyens actuels. Et pour moi, c'est le genre de pari qu'on ne peut pas reprocher au club de tenter parce qu'il n'y a pas de risque. Ouais, je suis d'accord. Tout à gagner, rien à perdre. Il faut le tenter. Et puis elle pourra peut-être tirer la quintessence d'un joueur comme lui, mais il a peut-être un gros potentiel qui est passé à travers les mailles, type Valbuena, Ribéry à leur époque, sans dire qu'il va atteindre ce niveau. Hein. Mais je veux dire, voilà, ça peut être une surprise un peu. On a vu Aubameyang quand il est arrivé à Saint-Etienne, tout le monde se demandait ce que venait faire ici le fils de son père. Hein. Aubameyang, bon, voilà. Après, même s'il met quelques buts, même s'il n'en met pas, même, j'ai envie de vous dire, ben, il repartira comme il est arrivé. Mais ouais, pour moi, c'est voilà, ça se respecte, des coups comme ça, il faut les faire. Et puis, on a tout à y gagner. Et j'ai envie de rajouter en plus que la N3 aura besoin de cadre. Ça va pas être possible de jouer qu'avec des jeunes et de tenir la route en N3. Je pense qu'on a la prétention de remonter en National 2. Ce genre de joueurs, peut-être qu'ils auront leur rôle aussi à jouer certaines fois pour compléter le groupe N3. Et je suis entièrement d'accord avec vous, en fait. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? Rien du tout. Tout à gagner. Non, on est bien d'accord là-dessus. Vraiment un pari, alors qui est un pari, hein, donc forcément. Mais le peuple vert veut des noms clinquants, donc forcément, quand on leur annonce grâce aux premières recrues, ils ont tous un peu tiré la gueule. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'effectivement, comme vous l'avez tous dit, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, c'est rien à perdre, tout à gagner. Cette phrase me marque beaucoup parce que c'est vraiment ça. Et voilà. Mais là, on va s'intéresser peut-être aux principales rumeurs. Alors là, il y a Honora Wagner. Pour moi, c'est les deux plus chaudes du moment en termes de départ. Des avis, Ouais. des infos sur. Ouais, bah alors des infos, Allez-y. des infos, on n'a pas la prétention d'avoir des infos. Je pense que tout a été sorti par plusieurs journalistes et insiders très bien informés. Effectivement, Honora, ça va se faire à Brest. 5 millions et 20% à la revente. Moi, personnellement, je trouve que c'est très très bien négocié. Parce que 5 millions pour quelqu'un qui a joué une quinzaine de matchs, je trouve ça beau. Et 20% à la revente, c'est quasi l'assurance d'avoir 1 million, 1,5 million, voire 2 millions dans 2 ou 3 ans. Alors après, c'est toujours le même principe. On se dit mince parce qu'on l'a pas plus vu et surtout que comme l'avait dit Alex précédemment, Honora sur ce qu'il a montré, c'était loin d'être dégueulasse. Mais dans la situation économique dans laquelle on est, pardon, qui est au passage loin d'être aussi catastrophique que certains l'annoncent. Si les ventes d'Honora et de Wagner, qui vont rapporter à peu près 10 millions à Saint-Étienne, permettent de se faire, voilà, d'amasser un peu de liquidité, nous permettent d'appréhender la DNCG avec un peu plus de sérénité, même s'il n'y aura aucun problème, hein, je le répète. Mais si ça peut nous permettre d'attendre l'ouverture des marchés internationaux, anglais notamment, pour le Kabouanga, c'est tout bénef. C'est tout bénef pour moi. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ça, Wagner, Honora, ça pourrait même partir du côté de Brest ou en tout cas pas loin de la Bretagne. J'ai l'impression qu'ils sont appréciés là-bas. Sinon, il restera Metz qui est intéressé aussi par Wagner. Donc, quoi qu'il en soit, il y a plusieurs prétendants. Il y a un seul joueur. Donc, ça n'est fait que pour faire monter les enchères. Donc, en effet, 10 millions, c'est ce qu'on peut attendre de ces deux joueurs-là. Moi, comme je l'avais indiqué sur le site, l'info que j'ai, c'est qu'en effet, on n'est pas obligé d'équilibrer les comptes là aujourd'hui au mois de juin sur le marché franco-français. Exactement. Donc, c'est pour ça que théoriquement, il ne devrait pas y avoir de gros départs actés en juin, ni de grosses arrivées. Soit pour des raisons
légales pour Aouchiche, par exemple, soit pour des raisons financières pour passer sur l'exercice 2020-2021. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut pas être trop impatient non plus sur les arrivées d'un joueur comme Aouchiche ou d'autres joueurs. Après, il n'y aura pas de nom clinquant cette année à Saint-Étienne, ou alors extraordinaire opportunité. Mais je crois que si les supporters attendent des noms clinquants, il faut passer son tour cette année. Il n'y en aura pas. Il y en aura pas. Pas de nom clinquant, pourtant, en termes des rumeurs d'arrivée, alors c'est pas non plus extrêmement clinquant, mais c'est des joueurs qui ont joué dans des clubs plutôt de bonne qualité. On pense à Nampalys Mendy, qui est régulièrement cité. Sur ce joueur en particulier, vous le voyez comment? Bah, le joueur est effectivement suivi, c'est un secret pour personne. Puel le veut, il veut retravailler avec lui. Après, on sait que financièrement, pour l'instant, c'est inimaginable parce qu'il a des prétentions salariales au vu de ce qu'il touche actuellement à Leicester, qui rend l'affaire très compliquée. Mais je serais pas étonné de le voir débarquer à Saint-Étienne, honnêtement cette année. Après, pour revenir sur ce que disait Alex, effectivement, Aouchiche, on l'a annoncé, Peuple Vert l'a annoncé également. Sa signature n'interviendra probablement pas, enfin c'est même sûr, avant le 30 juin, et probablement pas avant le 15 juillet, parce que le joueur atteint sa majorité le 15 juillet, et les agents ne peuvent pas toucher de commission sur un transfert ou une signature de contrat professionnel si le joueur est mineur. Donc les agents poussent pour que le transfert intervienne le 15 juillet au plus tôt, mais on le répète, et je pense qu'Alex pourra le confirmer, tout est OK pour Aouchiche. Tout est cadré, tout est OK. Ceux qui disent qu'il n'a pas passé de visite médicale il y a 3 semaines, c'est faux. Il a passé des tests médicaux. Il a même signé, alors pas le contrat, mais quelques obligations administratives liées à son contrat. C'est ce qu'on sait, du moins. Et pour nous, ça va se faire. Ouais. Et j'en profite pour vous poser une question, un certain insight par rapport au sujet en qu'en est-il de sa préparation s'il vient signer seulement le 15 juillet dans l'optique de la finale de Coupe de France, est-ce qu'on peut l'espérer ou pas? C'est une question que je vous pose, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais simple question. Ouais, bah alors en termes de préparation, déjà, il faut savoir qu'il reprend l'entraînement avec le PSG le 22 juin. Donc en termes physiques, si tu parlais de préparation physique, il sera tout à fait fit. Alors, mais après, honnêtement, on n'a aucune prétention, sachant que les textes concernant les contrats, les prolongations de contrats des joueurs en fin de contrat vont être décidés par l'UEFA cette semaine. On ne sait pas comment ça va se passer pour la finale de Coupe de France, s'il pourra la jouer, etc. Je ne sais pas si Alex, tu as des infos Non, j'ai pas d'infos, mais la logique voudrait quand même que l'effectif en place sur la saison actuelle joue la finale et que toute recrue ne puisse pas y participer. Maintenant, je sais pas. Non, franchement, je sais pas comment ça va se passer. Et c'est pas tant pour la finale de la Coupe de France de toute manière que je l'attends, ni lui ni une autre recrue. Donc voilà, c'est un. Mais j'ai pas d'infos. Non, j'ai pas d'infos. On va se poser la question aussi de Saliba, je pense, juste dans l'optique de la finale de Coupe de France, ça va être un sujet qui va nous alimenter ces prochains jours. Ouais, mais non, mais il reviendra pas. Pour moi, faut pas trop y compter. Hein. Ça me paraît très très peu probable. Ouais. Moi aussi, mais bon. Je vois sincèrement pas Arsenal nous faire ce cadeau-là. Et puis même juridiquement, comment on se débrouille entre les clubs pour faire signer une prolongation à Saliba d'1 mois, pour qu'après il re-signe Arsenal, sachant qu'il est déjà prêté chez nous. Enfin franchement, ça serait un imbroglio énorme. Et pour moi, Saliba, non, il jouera clairement pas la finale de Coupe de France. Après, non, c'est pas une information, hein, c'est un avis personnel. Oui. Ouais, mais c'est aussi mon avis. Arsenal l'a déjà récupéré pour faire sa convalescence. Il a été plus souvent à Londres qu'à Saint-Étienne cette année, si on pousse un peu les choses. Donc bon, là, Arsenal sait qu'il a un joueur valide, qui va pouvoir attaquer la saison. Ils vont pas prendre le risque qu'il se fasse les croiser sur une finale de Coupe de France avec Saint-Étienne. Donc clairement, de mon avis, on ne reverra plus Saliba en vert. Moi, j'ai une question. Je partage cet avis aussi par rapport à ça, vraiment tout simplement pour des
des raisons juridiques et une autre raison, c'est qu'en fait, Arsenal a suffisamment attendu Saliba. Je me souviens l'année dernière quand même que au niveau de cette histoire de prêt, c'était loin d'être fait. La SS a poussé et finalement a obtenu ce prêt d'1 an qui était loin d'être gagné. Donc un club qui attend déjà son joueur 1 an et qui ensuite ne le refera pas revenir à Saint-Etienne même juste pour un match, à mon sens. Ouais, j'ai juste une question pour Green Prospect qui concerne le mercato, qui concerne le mercato indirectement. Aouchiche, sauf retournement de situation de dernière minute, il sera stéphanois. Toi qui suis les jeunes, comment tu le juges? Comment je le juge? Alors, c'est Si tu as pareil. eu l'occasion de le voir jouer. Oui, alors c'est pareil. Je vais moins m'avancer que sur les jeunes de Saint-Étienne. Les jeunes de Saint-Étienne, j'essaye de m'exprimer après avoir vu entre 7 et 8 matchs. Ouais, c'est pour ça que. C'est un minimum. Ouais. Concernant Aouchiche, je m'en cache pas, j'en ai vu 3. D'accord. Donc, mon avis est forcément beaucoup moins affûté et beaucoup moins précis. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est un joueur qui a un potentiel, un grand potentiel, qui n'a pas atteint encore l'intégralité de ses possibilités. Moi, je le trouve très très juste, ça va être une surprise pour personne d'ailleurs, je le trouve très juste techniquement. Ouais. Je le trouve intelligent dans la gestion des temps de jeu. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui se précipite. C'est pas un joueur, c'est un joueur par contre qui est capable d'aller en percussion, d'aller dribbler différents joueurs. C'est un joueur qui a une qualité de passe incroyable, incroyable. Que ce soit court ou long, il est capable de trouver des angles de passe et des passes en profondeur qui sont vraiment de bonne qualité. Voilà. Après, je demande à voir sur l'aspect physique encore. Je pense qu'il n'est pas encore mûr physiquement. Et en même temps, pour un 2003, si je ne dis pas de bêtises, pour un 2002, je ne sais plus, c'est normal. C'est normal qu'il ne soit pas mûr physiquement. Mais c'est sûr que ça va être une patte technique intéressante, très intéressante, et qui nous sera nécessaire au sein de notre milieu de terrain. On a eu ce débat d'ailleurs précédemment. Et voilà. Maintenant, j'avoue que je me prononce un peu, mais pas trop. C'est un peu des évidences que je dis, mais en même temps, on n'a pas plus approfondi que ça. Non, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ça rentre totalement dans le cadre des joueurs que désire Puel. C'est ça qui est super intéressant de noter. Et je sais que, alors à l'époque, il y a un mois et demi, quand on parlait d'une potentielle prime à la signature de 4 millions, et qu'il y en a beaucoup qui disaient c'est inatteignable, c'est trop cher. Franchement, ces 4 millions, ils peuvent être rentabilisés en 2 ans, mais fois je ne sais pas combien. Absolument. Voilà. Donc c'est doublement bénéfique. Ça peut être doublement bénéfique d'un point de vue sportif parce que on est tous persuadés, et Claude Puel le premier, c'est ça le plus important, qui peut amener une énorme plus-value et quelque chose de plus à l'équipe malgré son très jeune âge. Mais économiquement, honnêtement, c'est le genre de coup qu'il faut faire, quitte à payer une grosse prime à la signature. Après, si je peux me permettre, l'objectif, alors c'est un peu peut-être idéaliste de ma part, mais l'objectif c'est après de se construire, et je crois que c'est l'idée de Puel, c'est de se construire et d'être en mesure après d'accepter d'avoir les reins assez solides pour garder ses joueurs pas seulement 1 an, 2 ans, 3 ans, mais peut-être un peu plus de façon à ce qu'on profite aussi de la plénitude de leur potentiel, nous à la FS, et qu'on ne soit pas seulement une équipe qui permet d'éclore les joueurs, les jeunes joueurs. Bien sûr. Ouais. C'est ce qui serait intéressant. Autre joueur dont les deux plus grosses rumeurs, à mon sens, c'est quand même Prior et Grbić. Alors, on a tout entendu pour moi. Alors, Prior moins, mais sur Grbić, on a vraiment tout entendu. Un coup, c'est trop cher, mais en fait c'est faisable. On négociera à Clermont. Finalement, on négocie plus. Le président lui-même qui s'est exprimé sur France Bleu, qui a dit c'est pas moins de 8. On a tout entendu. Moi, j'aimerais de votre part des éclaircissements par rapport à Grbić dans un temps et par Prior, qu'on annonce comme un très très bon gardien, qui était sous la houlette de Jérémy Janot à Valenciennes et qui a donné plusieurs fois un avis assez positif sur ce gardien. Donc, des avis, messieurs, s'il vous plaît. Écoute, concernant les deux, Grbić, c'est un joueur qui m'avait tapé dans l'œil
lors du match amical il y a un an de la S Saint-Étienne contre Clermont-Ferrand. Je le connaissais pas du tout, hein. Je savais pas qu'il venait d'arriver d'ailleurs à Clermont-Ferrand. Et d'ailleurs, c'est lui qui marque le but pour Clermont sur ce match amical. Et il avait quand même réussi à mettre un peu la panique dans la défense stéphanoise qui était en préparation et pour laquelle je m'inquiétais pas. J'aurais peut-être dû, mais en tout cas, il avait réussi à crever un petit peu l'écran en attaque et je l'avais trouvé intéressant. Je m'étais dit, ouais, tiens, ce serait marrant qu'on en parle en fin de saison. Celui-là, en tout cas, voilà, on le voit, il se fait remarquer et il n'est pas inintéressant. Après, il vaut sûrement le prix qui est annoncé, puisqu'il fait partie des meilleurs buteurs de la Ligue 2 avec Adewer. Et que voilà, hein, ça se monnaie et Clermont a raison de le monnayer le prix fort. D'autant que si les Anglais se mettent dessus, il sera devenu inatteignable pour notre porte-monnaie. Et quant à Prior, c'est un gardien dont Valenciennes n'imaginait pas qu'il puisse avoir des offres aujourd'hui de la part de la Ligue 1. C'est un gardien qui tire le maximum de son potentiel parce qu'il a bénéficié de l'entraînement de Jérémy Janot, qui est un professionnel, un entraîneur de gardien reconnu dans le milieu. Et je suis moins sûr que la S Saint-Étienne soit si chaude que ça sur Prior. Voilà. Pareil, c'est exactement ce qu'on pense également. Je pense que Prior, il est très bien à Valenciennes. Il a fait une très bonne saison. D'ailleurs, élu meilleur gardien de Ligue 2, hein, il me semble. Mais c'est pas à l'ordre du jour du tout à Saint-Étienne. Pour ce qui est de Grbić, il a tout de l'attaquant moderne. Et il paraît très fort. Je vais pas m'inventer une vie. Hein. J'ai pas regardé un match de Clermont cette saison, donc je peux pas trop m'avancer. Mais l'anecdote est assez cocasse parce que c'est sur le même match amical contre Clermont que je me suis dit, tiens, ce mec-là, il est pas mal. Après, je suis un peu plus réservé qu'Alex sur le prix auquel il va se vendre. Ouais. Pour moi, on est dans une phase post-Covid. Faut pas oublier qu'il n'a jamais rien montré en première division encore. Grbić. Donc pour moi, je suis pas sûr que ça monte très haut et ça m'étonnerait pas qu'il parte de Clermont pour aller à un montant de 7-8 millions, quoi. Bonus compris. Et à ce montant-là, à voir si la Saint-Étienne peut se positionner dessus après avoir vendu certains joueurs, mais c'est pour l'instant pas la tendance du tout. Notre seule chance, c'est d'avoir de bonnes relations avec Clermont et de pouvoir mettre dans la balance peut-être des joueurs. Ouais, voilà. Et moi, je pense que c'est notre seule chance. Grbić serait tout à fait ravi d'arriver à Saint-Étienne, hein, là où il est aujourd'hui. En plus, il ne changerait pas vraiment de région, donc il serait, je pense, tout à fait ravi. Après, en effet, les relations peuvent jouer, mais il ne faut pas que les prix s'emballent parce que tout d'un coup, il y en a un qui arrive avec un gros chèque. Mais oui, peut-être que tu as raison, il partira peut-être pas à un tarif aussi élevé que ça. Ouais. Encore une fois, c'est pas une info, hein. C'est vraiment un ressenti personnel. Juste si je peux rebondir, pour le cas Prior, il va falloir régler quand même le chantier des gardiens qui est colossal à Saint-Étienne cette année. Avant même de parler de l'arrivée d'un gardien qui vient de l'extérieur, on a quand même le cas Ruffier qu'on connaît tous qu'il va falloir gérer. Qu'en est-il? Son ami et journaliste Manu Longeon annonce qu'il veut absolument rester et qu'il veut regagner sa place de numéro 1. Dans ce cas-là, le débat Prior n'existera même pas. Si on en arrive à ça, je sais pas. Et deuxièmement, le cas Grbić, comme l'a dit justement Peuple Vert, quoi qu'il arrive, avant juillet, c'est même pas la peine d'y envisager en fait. Ah oui, pour toute recrue, il n'y aura pas de recrue avant juillet, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais. Après, pour revenir sur la phrase sur Ruffier, Sylvain, comme quoi il veut rester et regagner sa place de numéro 1. Qu'il veuille rester, c'est une chose. Et je pense qu'il ne s'assiera pas sur sa dernière année de contrat. Après qu'il arrive à redevenir numéro 1, ça c'est un autre problème. Les relations sont très tendues avec l'Opuel, on l'apprend en personne. C'est vrai que c'est un chantier sur un poste pour moi où il ne devrait pas y avoir de chantier tant Ruffier est au-dessus de Jesse Moulin sportivement et tant pour moi il ne devrait pas y avoir de débat à ce poste-là.
Ouais, concernant Ruffier, Ruffier va rester 1 an à Saint-Étienne, il ne partira pas. Il a un salaire aujourd'hui que personne ne lui offrira, quel que soit le club dans le monde où il pourrait jouer. Personne n'offrira 200 000 € plus les bonus à Stéphane Ruffier. Il le sait. Il sait qu'il est en position de force dans ce dossier-là. Il sait également qu'il ne jouera jamais avec Puel coach. Il le sait. Moi, je ne suis pas du tout en phase avec l'idée qu'il veuille regagner sa place de numéro 1. Il ne cherche pas à regagner sa place de numéro 1. Il veut juste rester, consommer son année de contrat et récupérer un salaire voilà, qui a été négocié il y a quelques années quand il était extrêmement performant et pas en fracture avec un entraîneur. Donc aujourd'hui, il est là, il faut s'y habituer. J'ai envie de dire que le seul petit espoir, parce que aujourd'hui, voir Ruffier partir, pour moi, c'est un espoir, parce qu'il coûte cher et il ne jouera pas. Donc, vaut mieux qu'il parte, pour lui et pour nous. C'est que peut-être Grange, son entraîneur de gardien, parte. Et ça, j'y crois pas du tout non plus. Donc, très honnêtement, Prior n'arrivera certainement pas à Saint-Étienne et Ruffier ne sera même pas numéro 2, mais parce que a priori, je ne le vois pas non plus s'asseoir sur le banc et regarder jouer Jesse Moulin. Je le sens, il sera peut-être blessé, hein, Stéphane Ruffier, cette année, ça peut arriver aussi. Vous savez. Non, je suis mauvaise langue. Hein. Ouais. Un petit peu. On va finir vraiment pour une dernière question. Ça sera vraiment la fin. On parlait des gardiens. Donc, ma dernière question, ça sera qui sera le gardien titulaire à la SS l'année prochaine? Très brièvement. La logique veut, selon le discours de Claude Puel, que ça soit Jesse Moulin, si on se fie à ça. Maintenant, après, moi, là, je parle pour moi. Pour moi, ça doit être Stéphane Ruffier. Si on se base que sur le sportif, si on oublie ce qui s'est passé dans l'extra-sportif, si on juge sportivement et intrinsèquement, il n'y a pas photo, il y a je ne sais pas combien de classes d'écart entre Jesse Moulin et Stéphane Ruffier. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si Ruffier s'entraîne à nouveau sérieusement et fait Ruffier le numéro 1, il n'y a pas photo. C'est un mec qui a été international, on connaît tous Ruffier, donc Ruffier doit être numéro 1 à Saint-Étienne. Mais Claude Puel a décidé que ce serait Moulin, donc ce sera Moulin et je pense qu'on n'aura pas de surprise là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. Je suis assez d'accord avec vous. De toute façon, je pense que la cassure est trop importante et de toute façon, il n'y aura pas de suite à Ruffier non plus, même si sportivement, on peut l'espérer. Aujourd'hui, il y aura c'est probablement, comme l'a dit Peuple Vert, de la com, de dire qu'il va vouloir regagner sa place de numéro 1. Il est dans son rôle aussi, mais bon,